Luciani est mort. Marcel est hospitalisé. Une atroce vision a plongé Hanté dans une détresse profonde. Une cache secrète dans le bureau de Maudrange mène une collection sordide qui prouve ce dont l'équipe se doutait déjà. L'opération Escaton est d'une bien plus grande complexité qu'il n'y paraît. Alors que Mallory et Hanté se préparent à découvrir l'horreur de la vie secrète de Philippe Maudrange, Léon est mis dos au mur. Venant d'apprendre que Marcel était chargé de le surveiller, harcelé par de mystérieux appels téléphoniques, mis sous pression par Pierre, il est prêt à tout envoyer paître. Attention, ce podcast peut aborder des sujets matures et sensibles. Une liste de mises en garde est disponible dans la description de l'épisode. Bonne écoute. Nous sommes sur une autoroute quelque part à la périphérie de Paris. Du ciel, on peut voir les voitures qui s'enfoncent à toute allure vers l'extérieur de la ville sous une pluie torrentielle, comme des insectes de métal qui grouillent sur l'asphalte, qui s'élancent vers le lointain sans s'arrêter. La pluie s'écrase sur leur carlingue, un coup de tonnerre, et quelques mètres sous plusieurs épaisseurs de goudron et de béton, sous la route, nous arrivons dans une salle aux murs sombres, où fleurissent des panneaux de métal encastrés dans des murs sales. Des canalisations suintantes d'une eau croupie ornent l'espace plongé dans la pénombre. Une ouverture au plafond, parfois obstruée par le passage d'une voiture, laisse passer un peu de lumière, et sous cette ouverture, au centre de la salle, une dizaine de visages sont levés vers cette lumière. Hommes et femmes, des visages sales, amochés, affamés, des yeux flous et injectés de sang, des corps maigres couverts de haillons d'un blanc sale, et entre leurs lèvres jaillissent des murmures qui forment une mélopée unie, comme si une seule voix les prononçait. Plusieurs voitures en succession rapide plongent le lieu dans une obscurité totale. Les murmures continuent, et dans l'obscurité pendant une fraction de seconde, quelque chose de long et sinueux, sur le plafond, traverse l'espace. Dans l'appartement de Philippe Maudrange, nous retrouvons Hanté et Mallory. Au moment où vous faites face à la pièce que vous venez de découvrir, les collègues qui vous ont ouvert cette porte vous ont laissé là seul pour appeler des renforts. Vous êtes très loin de Léon Castelli, qui est en ce moment même en train de lutter contre ses propres problèmes. Vous êtes tous les deux seuls là. Traditionnelle question, comment vous vous sentez et qu'est-ce qui vous passe à l'esprit? Eh bien, c'est une catastrophe. Ça faisait une bonne heure, oui, un petit peu plus, que j'ai passé assis par terre. C'est l'angoisse absolue. Cette salle, c'est assez inattendu. Pour l'instant, c'est juste... on va pas parler d'émerveillement de la découverte, mais disons que ça lui permet de penser à autre chose et de se clarifier l'esprit. C'est une excuse pour plus avoir à penser à la baignoire de tout à l'heure. C'est une excuse pour plus avoir à répondre aux questions de comment ça va. C'est ce qui permet de se vider un petit peu l'esprit à court terme et d'avancer. Je pense que la découverte de cette pièce-là, il y a 2 étapes. La première étape, c'est très personnel. 2, ça me rappelle énormément de choses, donc je pense que je fais un parallèle très rapidement, assez évident. Avec un petit temps de latence, une petite boule dans le ventre qui commence à émerger et qui commence un peu à grossir. Et il y a le côté professionnel qui revient tout de suite, qui revient calmer cette angoisse personnelle pour dire: «OK, vous venez de découvrir une nouvelle pièce, c'est hyper bizarre, donc reste concentré, tu es au taf, donc ne mêle pas à tout». Vraiment la tentative de se concentrer au maximum sur, le professionnel plutôt que le personnel. Je sais pas si on a tout vu à la description globale, mais je pense que je suis plus dans l'expectative et j'attends qu'elle me rejoigne. Je t'imagine faire quelques pas dans la pièce en attendant que Mallory te rejoigne et regarder aux alentours. Il y a vraiment des caisses qui sont remplies de paperasse, des dossiers un petit peu partout, dans des classeurs. Et tu remarques aussi que sous une des étagères, dans un coin, il y a une caisse en métal qui est fermée par un cadenas. Bah, dans ce cas-là, je propose à Hanté, est-ce qu'il veut, checker l'ordinateur, voir ce qu'il y a dessus, pendant que moi je peux chercher des indices, dans les dossiers ou même, dans les objets ou juste observer la pièce, voir ce qui peut me sauter aux yeux. L'instinct, ce serait, de me poser au milieu de la pièce et de regarder autour de moi et de chercher, comme j'ai pu le faire, dans le salon, dans la chambre, chercher un truc, des indices quoi qui me sautent aux yeux. Je veux bien un jet de chercher des indices. 18. Mallory, du coup, tu t'y prends comment pour chercher? Est-ce que tu sors des dossiers, des cartons et tu les mets à terre pour regarder ce qu'il y a dedans? Non, au début, je voudrais juste faire un 360 de la pièce, voir ce qui me saute aux yeux parce que les dossiers, je sais qu'ils sont là, je sais que si on les fouille, on va potentiellement trouver des trucs. Mais je voudrais bien essayer de trouver quelque chose un peu ce qu'on a fait dans le salon, la chambre. Ok, la première chose qui te saute aux yeux, Mallory, c'est qu'en fait, tu as une série de boîtes en carton sur lesquelles il y a des étiquettes par année qui remontent au début des années 2000. Et quand tu ouvres
une des boîtes. Tu tournes sur la photo d'un enfant et j'imagine que du coup, tu continues à regarder un petit peu ce qu'il y a avec. Il y a plein de ces photos. Elles sont toutes numérotées et à chacune de ces photos, il y a un document. Il n'y a pas de nom sur ces documents, c'est plutôt des matricules, c'est-à-dire des séries de chiffres et c'est des sortes de dossiers médicaux. Donc si j'ai bien compris, c'est plusieurs photos d'enfants, c'est pas une En fait, photo. t'as des cartes, les cartons sont remplis de photos d'enfants qui sont classées par année, avec à chaque fois un dossier médical qui est affilié à cet enfant. L'autre chose que tu trouves, donc une fois que tu viens de trouver ça, si tu continues ton tour, et c'est quand je te dis qu'il y a vraiment des boîtes qui s'arrêtent à 2017, quoi. Donc t'en as vraiment énormément. C'est quasi que ça, en réalité. Tu commences à fouiller un peu d'autres étagères pour voir ce que tu peux y trouver. Tu ouvres une pochette et tu reconnais instantanément la date et les noms. Parce que ça date de 2009 et ce sont clairement des documents juridiques. Et tu reconnais instantanément les noms Sevenchenko, Opération Panthère. Tu vois des noms de personnalités que tu as déjà vus dans les dossiers sur l'Opération Panthère. Et en fait, quand tu commences à réaliser ce que tu as entre les mains, ce sont des témoignages, ce sont des dépositions, c'est des fichiers qui étaient censés être au procès et qui sont là dans le bureau de Philippe Maudrange. Enfin, dans la pièce secrète de Philippe Maudrange. Mais on savait que cet avocat-là avait travaillé d'une manière ou d'une autre sur cette affaire. Vous le saviez, tout à fait. Par contre, on sait pas forcément pour qui et en quelle mesure. Mallory, du coup, comme tu as réussi ton jet, avec les informations que je viens de te donner, tu peux me poser 2 questions si tu le désires. T'es pas obligé de le faire si t'as pas d'idée spécifique. Les cartons où il y a les photos d'enfants, est-ce que je reconnais Istvan et Issam? Non, En fait, les dossiers médicaux font état de quoi sur ces enfants-là? taille, poids, maladie connue, c'est des choses qui sont très basiques mais très spécifiques. État psychiatrique, et cetera, et cetera. Et en fait, au fur et à mesure que tu feuillettes ces dossiers, t'as un peu l'impression, comme chaque photo est numérotée, chaque dossier est numéroté, que tout est classé par année parfaitement, t'as plus l'impression de regarder un catalogue, un rapport médical ou qu'un rapport légiste. C'est vraiment, c'est vraiment, on atteste de la bonne santé de ces enfants. Et on leur donne juste des numéros et on les classe. Mon cher Ante Posavets, tu fais face à l'ordinateur dont je te parlais tout à l'heure. Ma première idée, c'était de regarder ce que fait Mallory et de regarder par-dessus son épaule quels sont les dossiers qu'elle trouve, voire lâcher un petit mais pour qui bossait cet enfoiré? Ça fait partie des grands mystères pour moi de cette victime-là, c'est en vrai à quel point il est impliqué et à quel point qu'est-ce qu'il a caché quoi. Mais j'ai pas l'impression d'en faire beaucoup plus pendant qu'elle est en train de vraiment ouvrir les dossiers, lire tout ça. Je pense qu'effectivement, je reviens au niveau du PC que j'avais vu allumer et je commence à prendre la souris, à regarder, à cliquer, à voir s'il y a quelque chose, quoi. Quelque chose d'évident. Sur l'ordinateur, tu as 2 dossiers, qui sont nommés par des séries de lettres et de chiffres qui ne paraissent pas avoir trop de sens, et un fichier audio. On va commencer par cela, les PDF, textes, tout ça. Cliquer sur un au hasard, regarder ce qu'il y a dessus. Si c'est intriguant, en prendre un autre au hasard et essayer de me faire une vue d'ensemble avec un échantillon de 2, 3 fichiers, histoire de voir de quoi ça parle, quoi. Ok, alors, tu peux le lire sans problème. Par contre, je vais quand même te demander de me faire pas de conséquences désastreuses si tu le loupes, mais un jet de chercher des indices, juste pour voir si tu comprends ce que tu vois vraiment. Là, de toute façon, ouais, c'est juste lire en diagonale, c'est effectivement, je vais essayer de comprendre, comprendre ce que je vois, quoi. Sans rentrer dans les détails, sans forcément en sortir d'informations. Juste, fait 7. C'est des informations bancaires. Tu vois qu'il y a des virements qui partent d'un côté, qui reviennent vers Maudrange. T'as l'impression qu'il faudrait que tu sois beaucoup plus calé en finance, en fait, pour comprendre de quoi il s'agit. Ouais, ouais, de toute façon, ça me suffit. Je voulais juste voir si, par exemple, c'était des dossiers médicaux, si c'était genre des photos, des trucs comme ça. Ok, je vois que c'est du coup des comptes et des tableaux Excel. Donc je me dis, ok, pas intéressant. Je regarde. Pareil, il y avait un dossier avec des vidéos, avec plein de choses. Pareil, je fais un échantillon histoire de voir vite fait de quoi ça parle, sans rentrer dans les détails. Et enfin, je me dis, je vais finir par ce truc audio qui est là tout seul. Et histoire
de comprendre un petit peu ce qui se passe, de me mettre dans le contexte. Grosse mise en garde, je vais pas aller dans les détails sur ce que tu trouves dans ces fichiers vidéo parce que c'est extrêmement dérangeant quand tu tombes dessus. Donc je vais le résumer très rapidement. Ce sont des vidéos dont tu comprends qu'en fait c'est juste des dates qui remontent pareil début des années 2000 jusqu'à 2017, milieu 2018. Chacune des vidéos que tu passes, j'imagine en diagonale, mettent en scène des enfants. Je vais pas te décrire ce que subissent ces enfants dans ces vidéos. C'est le genre de choses qui hantent certainement les cauchemars de Léon Castelli encore aujourd'hui, par exemple. C'est le genre de choses qui te serrent le cœur complètement. C'est du snuff. Et c'est des terras et des terras de snuff. C'est pas non plus une surprise parce que je veux dire, c'est connu que Dinarov produisait ce genre de choses et on sait que cet avocat-là, il a bossé sur les Sevenchenko, peut-être sur Dinarov, peut-être tout ça. Donc ça me dit toujours pas de quel côté il était et si effectivement lui il s'en servait ou s'il bossait sur l'affaire et que c'était des preuves. Je t'interromps parce que je peux te répondre à cette question en fait. Les premières vidéos sont filmées dans une qualité du début des années 2000, certainement en caméra DV, donc sur cassette, donc c'est très lisible. Plus ça avance, plus la qualité augmente. Et surtout, on change de lieu, c'est qu'on passe à quelque chose qui est beaucoup plus industriel, urbain, et au fur et à mesure, on arrive dans des chambres d'hôtel. Et t'as vu des photos de Philippe Maudrange. Et dans les dernières vidéos que tu vois, où donc t'as des enfants qui subissent des sévices absolument atroces dont la plupart ne survivent pas. Plusieurs fois, tu vois Philippe Maudrange. Ok, ça répond enfin à la question que je me pose sur l'avocat depuis des jours et des jours. Ok. Je voulais revenir sur le fait que il est probable que, du coup, pour me répondre à moi-même et pour informer Mallory, je lâche un petit ok, du coup, c'était vraiment un enfoiré, quoi. Histoire que, sans pour autant être explicite, je puisse notifier à ma collègue que effectivement j'ai trouvé un truc, que effectivement c'est une saloperie et que pour autant, voilà, je continue et je passe au fichier audio. Tu comprends directement en lançant le fichier audio que c'est un enregistrement d'un appel téléphonique. Ah, ok, je m'attendais à une confession face micro, justement à avoir la voix de ce mec-là, mais du coup, ok, c'est une conversation téléphonique enregistrée. Clic. Voix masculine. Oui, Hermine? Une voix féminine qui répond. Bonsoir Philippe, il faut que nous parlions. À quoi vous jouez avec Laurent exactement? Si vous croyez pouvoir faire ce que vous voulez, vous vous trompez lourdement. Hermine, je ne vous suis pas. À d'autres, Philippe. Je crois que vous oubliez le poids de vos actes et vous oubliez surtout que nos amis communs n'ont aucune hésitation à vous réduire à néant si vous faites la moindre erreur. Je vous assure, je n'ai aucune intention de vous nuire ou de faire capoter notre projet. Vous travaillez pour moi, Maudrange, et certainement pas pour Sophia. Les machinations des bouts de vagine ne vous concernent pas. Vous vous contentez d'obéir, et tous les mois, comme toujours, vous avez droit à votre livre de chair fraîche. Je vous apprécie, mais n'essayez pas de jouer au plus malin. Votre pitoyable numéro de double jeu à vous et votre copain s'arrête aujourd'hui. Oui, c'est entendu. Je ne veux pas que vous pensiez que... Fermez-la, Philippe. Fermez-la. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ne me prenez pas pour une conne. Appelez Laurent et dites-lui qu'il travaille pour moi et nos amis communs. Clic. Ça raccroche. Le fichier se termine là. J'ai l'impression d'avoir fait le tour un petit peu déjà de ce qui était accessible facilement comme information. Je digère un petit peu les informations que je viens d'apprendre en me tournant vers toi pour voir où est-ce que tu en es. Je peux lui montrer un ou deux dossiers et je lui montre la boîte avec effectivement tous les témoignages, toutes les dépositions et les fichiers concernant l'opération Panthère. Effectivement, il est impliqué et plus qu'impliqué, il est acteur, il produit du contenu pour ces salopards. Il est bien plus impliqué que ce que j'imaginais à la base et il a je sais pas combien de vidéos dont il doit être lui-même l'auteur, quoi. Du coup, ça me confirme bien que c'est un catalogue, quoi. Il y avait une caisse en métal avec un cadenas dans un coin. En métal noir, qui est cadenassé. Un cadenas à clé. Un cadenas à clé, ça se défonce facilement. Du coup, il doit y avoir un outil un peu solide, du genre une espèce de lime ou un truc comme ça. Il a bien dû se servir de ce genre de saloperie dans ses films. Un truc avec un barreau un peu solide que je passe du coup dans le cadenas
et que je fais un levier pour essayer d'éclater la boucle en métal. Je te demande pas de faire de jet pour ça parce que c'est pas une situation critique. Donc tu cales la lime contre le cadenas, tu fais le levier pour le casser. Vous la tirez, vous l'ouvrez, elle est remplie de billets. Billet de 5 ou. Non, c'est plutôt des grosses coupures, Mallory. On est sur. Tu saurais pas te dire. Il faut vraiment d'imaginer les grosses caisses en métal qui remplies à ras-bord de billets. Donc tu sais pas pour combien il y en aurait, mais c'est une somme hallucinante, quoi. Autant nos trouvailles d'avant, on avait un petit peu des résumés à se faire, autant là, je pense qu'on constate tous les deux de la somme d'argent qu'il y a. Beaucoup de nouveaux indices, beaucoup de nouvelles pistes. Ok, c'est très bien. Léon, je te retrouve donc à l'hôpital dont tu es en train de sortir. Ce que les gens voient d'un point de vue extérieur, c'est un espèce de grand type de 2 mètres qui fait 100 kilos de muscles, avec un grand manteau, avec 2 yeux noirs enfoncés dans le crâne, et il a juste les mâchoires crispées, les poings serrés, et il avance tout droit, comme un robot. Donc ouais, on va commencer par une première opération, détruire toute forme de preuve. La première étape, là, ça va être de marcher jusqu'à une première boutique, genre un truc à la con, genre ouvert 24/24, et je vais acheter 2 appareils photo numériques jetables, vraiment les trucs de merde. Je vais aller dans une autre boutique du même style et acheter une dizaine de burners, le tout en liquide. Et une fois que ça c'est fait, je vais tout bazarder dans le coffre de ma bagnole. Du coup, je vais faire un gros tout droit jusqu'au bastion. Éviter les caméras que je sais où elles sont, récupérer un des appareils photo. Je vais commencer à prendre en photo tous les dossiers qu'on a, mais en fait, je récupère toutes les adresses, tous les lieux qu'on a pu trouver en lien avec les bouts de Vassy. Je prends la photo, la carte, pour avoir tous les lieux des meurtres, etc. Et une fois que ça c'est fait, je me barre du bastion, en simulant que, oh là là, un collègue a été tiré dans la rue, j'ai besoin de prendre mon après-midi. Je fais un petit crochet vers l'armurerie pour récupérer les bastos que j'avais perdus dans la fusillade. Il se passe quelque chose pendant que tu es en train de rouler vers le bastion, c'est que ton téléphone sonne. Il commence vraiment à m'emmerder, c'est vrai que je regarde qui appelle. Valentin! Je décroche, qu'est-ce que t'as foutu, Bug? Je sais pas, Léon. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Marcel, le maître s'est fait tirer dessus. Il y a une espèce de charognard en costard qui est descendu dans mon bureau tout à l'heure pour me demander si je savais quelque chose sur Martial le maître. T'avais raison, on nous surveille. Quelqu'un quelque part sait quelque chose, et le maître est impliqué. Ils sont en train d'enquêter sur moi, je sais pas ce qu'ils ont, visiblement pas grand chose. Oh putain, qu'est-ce qu'on fait Léon? Qu'est-ce qu'on fait? Garde ton calme, Bog, mais fais Comment tu profil veux pas. que je garde mon calme? L'autre enculé est sorti de mon bureau il y a 20 secondes. Je suis censé faire quoi, Léon? C'était qui ce gars? Il t'a donné un nom? Je sais pas, une espèce de bâtard en costard à lunettes, il parlait comme un robot. Je crois que je vois de qui tu parles. Ouais, il m'a demandé si je savais où t'étais, si je savais quelque chose sur Martial le maître, il s'est contenté de me regarder fixement, puis il est parti sans dire un mot. Je sais pas ce qui se passe, mec. Tu sais un truc, tu dis que tu sais qui nous traque, comment tu sais ça? Il y a toi qui déjà m'avait mis la puce à l'oreille, et puis maintenant le maître qui m'avoue sous morphine que le moine et tout le gratin en ont après mon cul. Il se passe quelque chose, Bog. Fais profil bas, juste fais pas de vagues. Éventuellement, prends les vacances que tu dois prendre depuis 4 mois. Nora va me buter quand je vais lui dire que... Nora sera le cadet de tes soucis s'ils en ont après nous. Ok, bon, on se tient en courant. Tu mets du temps à arriver au bastion. Une fois que tu es à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de monde, tu passes dans les couloirs sans trop te faire remarquer. Tu trouves aucune opposition à ce que tu fais, les couloirs sont déserts, les bureaux d'escadron sont déserts. Tu prends tes photos tranquillement. Tu as précisé que tu reprenais un chargeur en plus pour ton âme de service, c'est ça? Je remets toutes les balles que j'avais perdues, donc déjà je me recharge et j'essaye de gratter pour avoir 1 ou 2 chargeurs. En fait, l'armurerie te connaît bien parce que c'est un vieux de la vieille qui a bossé avec toi sur l'opération plantaire. Un mec qui a une grosse balafre sur le côté, qui te pousse de chargeur sans un mot. Fais attention à toi, Castelli. Je lui fais un petit hochement de tête entendu.
J'y compte bien. Tout droit chez moi. Et pendant que je conduis jusqu'à chez moi, je surveille dans le rétro avec beaucoup trop de paranoïa. S'il y a la moindre bagnole qui me suit, je fais 4 allers-retours dans des pâtés de maison. Et en fait, je me remets en mode parano, quoi. Je me garde vraiment 2-3 rues plus loin, voire plus. Et je fais le reste du chemin à pied. Et pareil, en surveillant par-dessus mon épaule. Quel est ton prochain objectif? Alors, première chose que je fais, c'est que évidemment, je ferme derrière moi tous les verrous possibles derrière moi. J'ouvre deux des burners. Sur un des premiers, j'envoie un message aux collègues, donc le maître, Ante, Mallory, et je garde même Virgile et le moine dans la boue, parce que je me dis au pire c'est un burner, si jamais ils font trop chier, ça crame. Portable perdu, nouveau numéro, et j'envoie ça. Et sur l'autre portable, j'envoie un message à Audrey. C'est pareil, portable perdu, dispo cet après-midi pour chercher Franck au besoin. Et j'envoie ça. L'étape d'après, c'est que je prends mon portable à moi et je le fous au micro-ondes. Je vais te laisser là quelques instants sur le son du portable qui est en train d'exploser dans le four à micro-ondes. Ante et Mallory, vous venez de faire donc la découverte que je vous ai décrite. Moi, du coup, je pense que les objets qui sont dispersés un peu partout, je les observe, voir si ça paraît cohérent avec tout ce qu'on a trouvé dans le reste de la salle, et je pense que c'est cohérent. Je peux jeter un dernier coup d'œil d'introspection de est-ce qu'on a fait le tour, est-ce qu'on a observé tout ce qu'on avait observé, est-ce qu'il n'y a rien d'autre de caché. Si tu refais juste un tour pour voir si tu n'as rien oublié, effectivement, tu le fais sans trop de problème et tu vois que vous avez fait le tour de ce qui était important dans la pièce. On est d'accord que là, tout ce que j'ai découvert, que moi j'ai noté, ils vont les récupérer, ils vont les analyser, et je pourrais leur poser des questions dessus, ils auront peut-être plus de réponses du coup. Tout à fait. Donc on peut imaginer que du coup il y a un petit laps de temps qui s'écoule, puis on tape à la porte. Il s'agit d'un groupe de la police scientifique, donc cette fois-ci ils sont un petit peu plus nombreux. Il y a 5 ou 6 personnes en plus, donc il y a vraiment une dizaine de personnes dans l'appartement qui commencent à rentrer dans cette pièce, qui vous font signe de ok, on a les choses en main, vous pouvez partir si vous voulez bien, on va s'occuper de tout et on vous ramène tout ça pièce à conviction. Je sais pas comment dire ça, mais vu que on a trouvé la pièce, qu'on a fait un premier coup d'œil, je pense rester les 2 premières minutes pour être sûr qu'ils emballent les trucs comme il faut et qu'ils font pas n'importe quoi, parce que du coup, c'est une des pistes vraiment importantes qu'on a sur l'affaire. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on reçoit le message de Castelli? Donc je pense qu'en termes de raccord, ça correspond bien. Le couvert de la pièce s'articulait plus ou moins au moment où Castelli était à l'hôpital. Donc on peut imaginer qu'au moment où il y a donc tout ce petit monde de la police scientifique qui rentre dans la pièce et qui commence à emballer les choses, vous recevez tous les deux un message de Léon, nouveau numéro, me contacter ici. On était resté sur un simple coup de fil de Virgile qui nous disait vos 2 collègues, ils ont été touchés, et le premier signe qu'on a, c'est effectivement ce message du ah là là, le téléphone machin. Donc le réflexe, évidemment, c'est d'appeler Castelli à la seconde où on reçoit ce truc-là. Et puis ça nous sort un petit peu, on était dans l'adrénaline de la trouvaille, et ça nous permettait de penser à autre chose. C'est l'occasion de savoir du coup qu'est-ce qu'il en est de Martial, et est-ce qu'il en vit aussi, et donc si effectivement on est raccord d'un point de vue timeline, c'est immédiatement le coup de fil à Castelli. Dans ce cas, je retrouve Léon donc à la minute où tu viens d'envoyer ce message et où ton ancien portable est en train de grésiller et d'éclater dans le four à micro-ondes. Tu reçois un appel. Je décroche en calant le portable entre mon menton et mon oreille pour pouvoir avoir les 2 mains libres. Et en fait, tout en lui répondant, je commence à fourrer le micro-ondes dans un sac poubelle, les restes du portable dans un autre petit sac poubelle, et je commence à me diriger vers l'extérieur avec mes 2 sacs poubelles. Castelli. Du coup, nous, dans l'idée, on est sorti, on est au niveau on s'est mis au niveau du salon, on les regarde passer, mais on est toujours dans l'appartement, en haut-parleur, un peu loin du bruit. Oui, Castelli, du coup, ça va? On n'a aucune nouvelle depuis 2 heures, il paraît que vous êtes fait attaquer. Ah bordel, Posavec. Ils vous ont rien dit, j'imagine?
On a eu un coup de fil de... Enfin, on a eu un coup de fil. Non, on a essayé d'avoir des renforts de la part de Virgile après ce dont on avait parlé. Vous entendez une porte qui claque, des clés qui se ferment et des bruits de pas qui résonnent dans un escalier. Ils nous ont envoyé bouler en nous disant que c'était la merde, que vous étiez fait attaquer. Ils ont pas voulu nous dire si vous étiez toujours en vie ou quoi. Ça va, vous en êtes sortis tous les deux? Qu'est-ce qu'ils sont cons, bordel. Oui, oui. Autant que faire se peut. C'est Martial qui a pris, il a pris une balle dans le bide. Il est resté? Non, ça va, il est hors de danger. Il est à l'hôpital là. Ses jours sont pas en danger. Tout va bien. Une autre porte qui claque et les bruits de la rue. Mais qui est-ce qui vous a attaqué? Qu'est-ce qu'ils avaient après vous? Un espèce de connard à moto. On aurait dit une putain d'anguille. Et alors, c'était pas vraiment après nous qu'il en avait apparemment. En fait, après le tour des bijoutiers, ça a rien donné. On a chopé les grossistes également. En bruit d'une poubelle, d'un énorme container qui s'ouvre et un micro-ondes qui s'envole dans un container avec un container qui se ferme et encore des bruits de pas avec dans la rue. Et là, en fait, je me dirige vers une des zones où il y a des émeutes. Et mon but, c'est de trouver la première poubelle enflammée que je croise pour y jeter les restes calcinés du téléphone. T'arrives en fin d'un cortège et effectivement, la rue la rue dans laquelle t'arrives est dans un état déplorable. Il y a effectivement des carcasses de containers en train de brûler. T'as quelques gens qui sont là en disant nous ne nous rendrons pas face à la police, qui s'avancent avec quelques CRS qui terminent le cortège. Et qui sont très concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, tu jettes ce que tu as jeté dans les restes d'une poubelle qui est toujours en train de brûler. Je repars donc vers chez moi, donc bruit d'émeute qui s'éloigne. Ouais, donc voilà, alors, on est allé voir des grossistes, mais pareil, ça a rien donné. Apparemment, l'opale noire, c'est très cher, ça s'importe. Ils ont aucun souci logistique par rapport à ça. On a fait chou blanc là-dessus. Par contre, derrière, on est allé rendre visite à Guilhem Luciani, le journaliste, celui qui avait lâché toutes les infos. Ah. On a voulu l'appréhender pour une possible obstruction au moment où on a quitté les locaux. Il était dans la bagnole et c'est à ce moment-là que le motard est arrivé et visiblement il en avait après lui. Donc quelque part, heureusement qu'on était là, mais ça a rien donné parce qu'au final il a fini par y passer à l'hôpital. Le gars est venu finir le boulot. Ah, mais du coup, vous l'avez pas chopé, le motard? Non, parce que à ce moment-là, j'étais avec Martial et la putain de bleusaille qu'ils avaient mis devant la porte pour surveiller le journaliste était absent de son poste. Je suis rentré chez moi, je vais taper mon rapport et ma déposition et je pense que je vais rester quelques jours au calme. On a trouvé des trucs, nous, dans l'appartement de l'avocat, là. Bruit de porte qui s'ouvre, bruit de porte qui se ferme, bruit d'escalier. Ah ouais, vous avez trouvé quoi chez l'avocat? Ah ouais, des tas de dossiers, un gros tas de fric, et cet énorme fils de pute, il tournait du snuff pédophile. Un intime de Dinarov? Il y a rien sur Dinarov, mais par contre, il a gardé un enregistrement téléphonique où il se fait menacer par apparemment son employeur, enfin sa boss, on va dire. Ils sont en train de tout ramener là au bastion. On va pouvoir y voir un peu plus clair dans les indices qu'on va récupérer de l'appartement. Ok, essayez de me tenir au jus. Ouais, bien sûr, mais du coup, tout va bien pour vous Oui, c'est pas la première fois qu'on me tire dessus et moi j'ai rien eu donc ça va. Bon, ok, ça nous rassure. Bon, bah, bon après-midi, Castelli, à plus tard. Et je raccroche. Hanté et Mallory. Moi, j'ai une question, c'est que j'ai fait tout l'appart, sauf la cuisine, là où il y a eu la découverte du cadavre. Est-ce que ça vaut le coup que je m'y attarde dans l'intention de, en fait, les mecs, ils ont tellement rien fouillé dans l'appart, ils ont tellement mal fait leur boulot. En fait, là, on a trouvé quand même énormément de choses qui n'auraient jamais dû être laissées. Donc, est-ce que, par acquis de conscience, je referais pas un tour sur la scène de crime elle-même, donc dans la cuisine? Est-ce que je peux pas trouver autre chose? Tu me fais ton jet de chercher des indices, s'il te plaît, et tu pourras me poser les questions que tu désires me poser juste après. Oh non, j'ai fait 9 Quand tu arrives dans la cuisine,
Tu fais le tour, tu essaies de regarder, tu es un petit peu gêné par le son des officiers de la scientifique qui sont en train de tout ranger, ça passe derrière toi, il y a beaucoup trop d'allées et venues pour que tu arrives à te concentrer réellement. Tu n'arrives pas à trouver quelque chose de spécifique qui t'interpelle. Tu as un peu une sensation de malaise. Tu as cette même sensation de froid que je te décrivais la dernière fois qui commence à t'envahir petit à petit, et j'aimerais que tu me tires ton jet de désavantage, s'il te plaît. Non, j'ai fait 9. Mallory, pendant un instant, t'es au centre de la cuisine et t'as l'impression que la lumière baisse autour de toi. Pendant un instant qui te paraît une éternité, tu te retrouves dans un noir total. Tu vois pas le sol, tu vois pas le plafond, tu vois pas les murs, il y a juste une étendue noire de tous les côtés. Quelques mètres devant toi, tu vois un enfant qui te fait dos, qui est assis. Et en fait, au fur et à mesure que tu vois cet enfant, que tu l'observes, tu vois qu'il a une paire de ciseaux dans sa main droite. Il a quelque chose sur les genoux et tu comprends qu'il est en train de planter ses ciseaux dans quelque chose. Schlac, schlac, schlac. Tétanisé. Complètement tétanisé, complètement bloqué. Il y a tout son corps qui est en off. Elle a froid, terriblement froid. Et à part rester la bouche béante en tremblant et en écarquillant les yeux de panique et de peur, il ne passe pas grand-chose d'autre. Tu restes bloqué là, complètement tétanisé. Et lentement, tu vois que l'enfant s'arrête, tourne son visage dans ta direction. Et quand il te fait face, tu ne vois qu'une face de chair complètement lisse. Il pose son ciseau à côté de lui. Il se lève en continuant à regarder de son visage sans yeux dans ta direction. Et il se contente de prendre ce qu'il avait sur les genoux, de te le montrer. Et c'est le cadavre d'un chat qui est transpercé de toutes parts par les coups de ciseaux qu'il vient de donner. La dernière chose que tu entends avant que tout ce moment s'arrête, c'est des dizaines de voix dans ta tête qui te disent « Nous sommes là, Mallory. » Hanté, tu t'imagines dans le salon en train de revenir un petit peu vers l'entrée, est-ce que je me trompe ou pas du tout? Ça doit être 2-3 heures. Je pense qu'on était en train de se dire qu'on allait récupérer à manger, puis partir à l'hôpital, faire un petit tour voir Martial. Et c'est à ce moment-là où, consciencieusement, elle s'est dit, bon, quitte à y être, je vais aller refaire un tour dans la cuisine. Donc j'attends où je suis sans pour autant aller l'embêter parce que en termes d'efficacité de l'inspection, c'est pas exactement ma journée. Donc je reste planté exactement au même endroit au milieu du salon, à surtout ne pas m'approcher de la salle de bain. Et donc du coup je reste fixe et je la vois un peu faire, mais je pense pas à la regarder forcément avec insistance, parce que je pars du principe que s'il y a bien un endroit qui a bien été fait proprement, c'est effectivement la pièce dans laquelle il y a eu le crime. Effectivement, t'es pas forcément en train d'observer Mallory à ce moment-là, tu jettes un petit œil dans sa direction de temps en temps, et puis tu peux pas t'empêcher à un moment en fait de voir qu'elle s'est complètement figée. Et en fait, t'as l'impression que la luminosité autour d'elle baisse d'un coup. Pendant une fraction de seconde, il y a un coup de tonnerre dans le lointain au-dessus de Paris que du coup vous voyez par la baie vitrée. Tu sais pas si tu vois ce que tu vois ou pas, mais dans le reflet de la baie vitrée, tu vois des silhouettes, des dizaines de silhouettes qui semblent s'étendre à perte de vue, dont une plus élancée que les autres, qui a l'air d'avoir sa main posée sur la vitre. Ça dure une fraction de seconde. Tu vois qu'il y a un impact qui apparaît sur la vitre, genre crac. Et c'est le moment où Mallory revient à elle. Mallory, je vais avoir besoin que tu me fasses un jet de garder le contrôle, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Zut. Tu émerges de cette vision comme d'un cauchemar très profond qui t'a plongé pendant une seconde dans une profonde angoisse. C'est comme si tu te réveillais d'un coup de ce qui s'était passé. Tu fais face à donc ce que je décrivais à Hanté, c'est-à-dire que il y a eu un coup de tonnerre pendant un instant et il y a un impact dans la vitre, comme si quelque chose avait buté contre la vitre, juste en face de toi. Je pense que je me suis pas toujours remis de mon énorme bad de tout à l'heure. Il recommence à y avoir des trucs un petit peu bizarres. Je pense que je devrais jeter les dés aussi parce que je suis pas sûr du tout de garder le contrôle dans cette situation. Et du coup, je suis absolument tétanisé. Je vois la scène, je vois Mallory, mais je peux absolument pas bouger. Et je me demande si je suis encore en train de faire une alu, si tout ça est réel et si vraiment ça vaut le coup de pas se jeter par cette fenêtre.
Non, s'il te plaît. Ok, Hanté. Ne fais pas ça, Hanté. Je pensais pas te faire jeter les dés tout de suite, mais j'apprécie vraiment qu'un joueur me le demande, donc oui, tu vas me faire un jet de garder le contrôle, s'il te plaît. 8. Hanté, t'as un frisson qui parcourt tout ton corps, tu perds 2 points de stabilité, ce qui te fait passer en détresse. Oui. Donc ce qui va se passer, Hanté, c'est que tu joueras bien sûr les conséquences de cette détresse émotionnelle que tu ressens à ce moment, parce que ça fait beaucoup trop de choses inexplicables en peu de temps. T'entends le rire de ton oncle Nicolas et de « je vais finir le travail », Hanté, qui te revient dans le crâne. Tu es complètement tétanisé, tu n'arrives pas à bouger du tout, et Mallory, du coup, si tu te retournes vers Hanté, tu vois qu'il te fait face et qu'il regarde les yeux dans le vide, dans la direction de la fenêtre, avec un air de panique totale sur le visage. Je pense qu'à l'inverse, la réaction logique de Mallory, c'est que la lumière lui fait comprendre que c'est terminé comme ça a pu arriver. Et que comme ça a pu arriver, il y a son corps qui s'éjecte en fait de cette situation et qui tombe sur le cul de surprise parce qu'elle l'a pas vu venir et qu'elle vient de vivre un truc très perturbant qu'elle avait pas du tout prévu. Donc je pense que son réflexe physique, malgré elle, c'est de tomber et d'avoir le souffle coupé et de rester béat. Mais par la force de l'esprit, ou je ne sais quoi, en fait, elle s'en remet assez vite, étonnamment. Et dans un moment où elle se réveille, en fait, où elle se reprend en main, oui, là, du coup, elle voit Hanté. Elle le voit rigide, à la limite cadavérique, complètement tétanisé. Et en suivant son regard, c'est effectivement là que je peux voir que... moi, en fait, c'est la deuxième fois que je vois Hanté dans cet état-là en l'espace d'une petite journée, donc je m'inquiète. Moi, j'essaye de pas trop penser à ce qui vient de m'arriver, j'essaye de passer au-dessus et de pas y faire attention. Premier réflexe, évidemment, je regarde l'heure. T'as perdu peut-être une minute ou deux, quoi, pas plus. C'est pas la pire crise que t'aies vécue. C'est ça, c'est le réflexe de regarder l'heure, combien de temps est-ce que j'ai disparu. C'est le réflexe. Et si je vois Hanté complètement tétanisé face à ce craquement dans le verre, je me mets devant, qui ne regarde plus le craquement de verre. Toujours à une distance raisonnable parce que je veux pas l'agresser physiquement ou lui rappeler des choses pas très agréables. Et j'essaye de lui parler, j'essaye de le ramener en fait sur Terre parce qu'il a pas l'air d'être là physiquement. Du coup, ce qui me sort de cette fixette, rester bloqué 1 ou 2 minutes absolument immobile à regarder le vide, si effectivement tu essayes de me parler, ça me sort peut-être de cet état-là, mais pour autant, c'est là qu'une espèce de crise d'angoisse reprend le dessus. Je pense que j'ai d'énormes bouffées de chaleur, que je vois complètement flou et que j'ai des espèces de mouvements de vomissements qui commencent à se faire, même si j'ai absolument rien dans le ventre, mais je pense que je crache de la bile sur le sol et que j'arrive pas à m'arrêter d'essayer de vomir, quoi. Je vais pas te forcer à parler dans un moment comme ça. Je vais juste rester à côté. Si je sens que c'est possible, frotter le dos pour que la bile passe un peu plus gentiment que vomir ses tripes. J'attends qu'il se calme tout seul, en tout cas que ça passe et qu'il reprenne son souffle et ses esprits. Et je reste à côté de lui. Pendant que tu es en train de rassurer Hanté, d'essayer, sans lui parler, mais d'être présente pour lui réconfortante, et qu'effectivement, Hanté, t'as vraiment de l'acide qui remonte dans ton estomac et qui gicle sur le sol. Derrière, ça continue à travailler, en fait, c'est que les gens se sont pas vraiment arrêtés. Et en fait, il y a un des officiers qui s'arrête. Mallory, tu le vois, il est en train de passer du bureau vers l'entrée. Il s'approche de vous. Je dis rien, hein, je lui fais vraiment juste non avec le doigt et va-t'en avec la main. Pour pas qu'il y ait de confusion avec la scène d'avant, où du coup ça a duré 1 heure dans laquelle j'étais en absolu PLS, je pense que là ça dure vraiment juste 1 ou 2 minutes où j'ai crise de vomissement, mais ça en fait pas un état catatonique après pendant plusieurs minutes, c'est juste 1-2 minutes où ça va pas du tout, et après je pense de toute façon on va pas s'attarder dans l'appartement, mais je vais garder les bouffées de chaleur et je vais pas savoir comment les gérer, mais pour autant je vais me relever et on va se barrer vite, quoi. Tu peux penser, même si c'est très compliqué, tu as du mal à te concentrer, mais tu peux parler, tu peux bouger, t'es juste dans un état d'angoisse totale. On est sur la durée, en fait. On est sur un truc qui est plus en fond et qui te ronge de l'intérieur, où t'es dans un état de panique que tu montres plus ou moins.
Dès la fin des vomissements, du coup, on peut parler et se dire qu'on y va. Et effectivement, le plan, c'était qu'on aille chercher à manger, qu'on fasse un détour par l'hôpital. On va pas vouloir s'attarder plus longtemps. Le but, c'est qu'on parte, qu'on aille se mettre dans la voiture, qu'on souffle, qu'on trouve un mauvais truc à manger et qu'on aille voir si, à quel point Martial est amoché. Il y a un moment où effectivement vous vous arrêtez peut-être dans un petit restaurant en bord de route pour avaler quelque chose. Je pense que pour toi, Hanté, c'est très très difficile parce que ça te demande un effort, parce que tu as l'impression que tu vas régurgiter tout ce que tu avales sur le coup. Tu as la vision de ces formes derrière la fenêtre qui semblaient te regarder et regarder Mallory. Mallory, je pense qu'Hanté ne te parle pas du tout. Pareil pour l'hôpital. Vous vous y rendez sans un mot, je pense. Je pense que Hanté, à ce moment-là, a vraiment besoin de silence et de se reprendre lui-même, et petit à petit, sa psyché reprend une forme plus ou moins cohérente. À l'hôpital, on vous explique à l'accueil que Marcel est en bonne santé, mais qu'à l'heure actuelle, il se repose, il est en train de se remettre, qu'il n'est pas conseillé de lui rendre visite parce qu'il est sous morphine et qu'il est dans un sommeil très profond, mais que évidemment, vous serez tenu au courant de son état aussi vite que possible et dès qu'il se remettra un petit peu. Non, non, juste, justement pour, conclure, je pense que de toute façon, il faudra qu'on repasse par, le bastion parce que, bah, c'est de là qu'on est parti, il y a une seule voiture. Mais pour moi, je pense que c'est là-dessus que doit se finir la journée. C'est-à-dire qu'on arrive au bastion, on se pose 3 minutes, on voit que de toute façon, on sait que de toute façon, il y aura personne là-haut parce qu'on a eu Castelli au téléphone. Juste, on va rentrer au bastion et puis après, enfin, je pense que du coup, Hanté va directement partir pour, rentrer chez lui. Vous venez d'écouter un épisode de Néon et Opale. Néon et Opale est une campagne pour Cult, Divinité perdue, écrite par Jericho, le maître de jeu. Cult est un jeu écrit par Peter Nallo et Robin Lilienberg et édité en France par Arcane Asylum. Léon Castelli est interprété par Tommy the Cat, Martial Lemaître par Cassidy, Mallory Baron par Sully et Hanté Posavets par Ciaris, qui compose aussi la musique de Pallium. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la bande originale du podcast sur Spotify, Deezer et YouTube. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez suivre Pallium sur Instagram, Facebook et TikTok, vous abonner à notre page YouTube, commenter cet épisode, ajouter le podcast à vos favoris et partager nos épisodes sur vos réseaux. La suite de Néon et Opale arrive très bientôt.